Bonjour à toutes et à tous, chers internautes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission Connect Live 54 de la Tribune Afrique. C'est Startups qui innovent, c'est le thème de notre émission du jour. Nous allons évoquer la question du lien entre la révolution numérique et l'accélération du développement économique sur le continent. Bien sûr, nous évoquerons la question des écosystèmes de l'innovation numérique, avec la question donc des entraves et des obstacles qui limitent encore le développement des écosystèmes numériques, pour enfin envisager la question de la dynamique de développement de l'innovation et des nouvelles technologies. Pour aborder ce sujet passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir M. Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement de Guinée et ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Avec moi au studio, Delphine Rémy-Boutang, vous êtes fondatrice et CEO de la Journée de la Femme Digitale. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Delphine. Nous avons également en direct du Maroc Sana Tazi, directrice générale de Maroc Numérique Cluster. Bonjour. Bonjour Sana Tazi. Monsieur Chaki Bachour, directeur marketing et stratégie de Huawei Technologies au Maroc. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et enfin Mathias Léopoldi, cofondateur et CEO de Joulaya, qui est en Côte d'Ivoire. Bonjour, bonjour à tous. Très bien. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Donc je vous disais, finalement, la première question qu'on se pose par rapport donc, à la question des startups, c'est le lien entre cette formidable révolution numérique, cette accélération du digital sur le continent et le véritable développement économique sur le continent. L'idée vraiment, c'est que cet écosystème des startups participe d'un développement économique. Je me tourne vers Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, quelle est donc votre vision sur le lien entre l'émergence d'une économie numérique liée à tous les secteurs? On va parler bien sûr des fintechs qui sont très importantes, mais il y a d'autres secteurs. Et comment l'émergence de cette économie numérique peut-elle être un véritable accélérateur du développement des économies africaines? Et concrètement, vous, au sein de votre ministère, quels sont les programmes que vous mettez en place pour favoriser ce développement économique grâce au digital? Merci beaucoup de cette opportunité qui m'a été donnée de parler de ces liens entre développement et, d'une certaine manière, de l'arrivée des nouvelles technologies dans la vie aussi bien des entreprises que des populations. D'abord, l'un des facteurs de ce lien, c'est le raccourcissement des délais, des traitements des données, des informations, des échanges d'informations, et ensuite la transparence que cela introduit dans le process. Donc, raccourcissement des process, sécurité, et puis rapidité de traitement, et aussi ça arrive à éliminer certaines barrières liées à l'absence d'infrastructures dans les pays africains. Et donc, oui, ça impacte tout quand on voit aujourd'hui qu'un paysan, où qu'il soit, grâce aux nouvelles technologies, est capable d'interagir avec les marchés les plus sophistiqués, les marchés financiers, et puis les marchés de distribution de ces produits agricoles ou de l'acquisition des intrants. Donc, ça touche l'ensemble de ce processus-là. Maintenant, ça ne se fait pas très simplement parce qu'il faut que ces infrastructures-là aussi arrivent, même si les mécanismes de déploiement sont beaucoup plus rapides, parce que le déploiement par voie ondulaire, par faisceau hertzien, c'est beaucoup plus facile à déployer, donc ça touche des surfaces beaucoup plus grandes et donc ça impacte les populations. Maintenant, il y a, à côté de cette facilité qu'introduit les nouvelles technologies, il y a des difficultés qui sont posées par ces nouvelles technologies-là. Une des difficultés, c'est les ressources humaines, parce que qui parle des ressources parle de niveau d'éducation, parle de l'acquisition de ces appareils intelligents pour rentrer dans ces sphères-là, et puis de connaissances basiques pour pouvoir utiliser ça. Ce qui peut être vu quand même comme un certain nombre d'obstacles. Et puis, acquérir pour les États, c'est l'acquisition des ressources financières aussi qui est un obstacle pour la mise à disposition des infrastructures devant favoriser cette connexion des populations à travers les infrastructures vers les services offerts par les États ou les institutions financières. Très bien, merci beaucoup Monsieur le Ministre. Nous allons revenir sur la question des financements, mais vous soulignez également la question donc, des talents. Et donc je me tourne vers Delphine Rémy-Boutang. Donc je disais, vous êtes fondatrice et CEO de la Journée de la Femme Digitale. Et vous avez souhaité, donc en 2019, vous avez lancé la première Journée de la Femme Digitale au Sénégal. Et en 2021, vous avez ouvert un hub au Gabon. Alors pourquoi est-ce que vous qui avez cette grande expérience en Europe, vous avez souhaité aller sur le continent ?
Eh bien parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que je crois qu'on a des défis communs en Europe et en Afrique, avec la sous-représentation des femmes dans les métiers du digital, du numérique. C'est un phénomène mondial. Absolument. Et puis, parce que l'Afrique crée, innove, entreprend, et c'est d'ailleurs le continent où l'écosystème tech a la croissance la plus rapide au monde. Et les femmes sont d'ailleurs les plus présentes en chiffres en femmes entrepreneurs. Et donc, on a trouvé intéressant de faire un miroir et aussi de bâtir des ponts, de tisser des liens entre nos deux continents, l'Europe et l'Afrique. Et d'ailleurs, vous êtes lancé juste avant la pandémie, en 2019. Et depuis, la croissance a été vertigineuse puisque le nombre de startups financées a augmenté de 42% par rapport à l'année 2020. Donc aujourd'hui, en 2022, c'était extraordinaire. Et donc vous avez souhaité accompagner ça dès 2019 et maintenant, vous accélérez avec le Gabon. Absolument. Alors, la JFD, la Journée de la femme digitale, existe en Europe depuis 2013, avec un prix, les Margaret, mais on y reviendra, pour promouvoir et présenter des rôles modèles, parce que nous, on travaille et nos actions sont sur 3 axes. La formation, l'éducation au digital, que ça devienne un nouveau droit de l'homme, c'est important. 2, l'accès au financement. Et ça, c'est essentiel, puisqu'on sait aujourd'hui les chiffres sont catastrophiques au niveau mondial. 98% des fonds disponibles dans le monde vont aux hommes entrepreneurs et il reste 2% aux femmes entrepreneurs. Et l'accès, donc ça c'est notre deuxième axe, le financement, l'accès au financement et comment est-ce qu'on va justement aider ces startups à accélérer leur croissance, à ce que leur business soit pérenne et qu'elles créent des emplois et de la valeur. Et puis le troisième axe, c'est les rôles modèles. Et c'est ça, c'est au travers ce prix, les Margaret. Ça vous en reparlerez, oui, bien sûr. À Margaret Hamilton. Et j'invite d'ailleurs toutes les jeunes filles à candidater à ce prix qui est sous le haut patronage du président de la République française. Et puis bien sûr, tous les ministres et les personnes qui sont autour de cette table aujourd'hui à participer à cet appel à candidature qui démarre dès le 9 novembre parce que c'est important, on a besoin d'aller chercher ces jeunes filles sur le terrain et de leur donner cette chance, cette opportunité qu'elles doivent saisir. Très bien, merci beaucoup. On le rappellera, vous le rappellerez peut-être en fin d'émission. Je me tourne maintenant vers Chaki Bachour. Donc vous êtes directeur marketing et stratégie de Huawei Technologies au Maroc. Vous l'avez entendu, Monsieur le ministre donc, a évoqué la question des talents, comme l'a évoqué également donc, Delphine Rémy-Boutang, mais également la question des infrastructures. Vous êtes un acteur donc, panafricain, présent dans la plupart des pays. Quelle est votre vision entre le lien entre donc, essor et développement du digital et le développement économique sur le continent? Je vous remercie. Merci pour cette question. Donc, je vais commencer par répondre donc, par rapport à cette question, commencer par situer le contexte. Il est important de situer le contexte parce que nous sommes encore en phase de pandémie, même si on voit un petit peu le bout du tunnel. Donc, mais nous sommes encore là. Je vais parler un petit peu de cette phase de pandémie, comment la transformation numérique a été accélérée. Donc, on a vu effectivement pendant la phase de pandémie que les applications ils ont été développées, et puis surtout le réseau a été très sollicité. Ce qui a augmenté le trafic du réseau, mais malheureusement, la qualité du réseau a été impactée. Et en fait, quand on regarde depuis la pandémie de la Covid, le trafic sur les réseaux télécoms a augmenté de 50% en 2020. La demande de connexion haut débit à domicile a cru aussi pratiquement de 20%. Et depuis, donc, on a vu donc rapidement plusieurs pays ils ont ajusté donc leur investissement en termes d'infrastructures numériques. Et donc, on a vu rapidement donc plusieurs pays donc ils ont affiché donc leur feuille de route. Donc, à l'heure actuelle où nous sommes en train de discuter, 170 pays se sont dotés d'une feuille de route en matière de numérique. Le cas du Maroc est actuellement en train de développer la sienne, donc c'est en cours de développement. Et on a vu que juste au début de la pandémie, le gouvernement chinois, par exemple, a annoncé un plan, ce qu'on appelle de nouvelles infrastructures, New Infrastructure, qui est complètement centré sur l'infrastructure digitale. Ça a été le cas également pour l'Union européenne qui ont appelé donc un programme qui s'appelle Relance et Résilience, qui est basé sur un investissement de 150 milliards d'investissements. Le cas de l'Afrique du Sud et également le Royaume-Uni et d'autres pays. Donc, on voit très, très bien, effectivement,
la pandémie, comment elle a révélé donc le rôle essentiel que joue l'économie numérique en tant que véritable moteur de croissance et de relance économique. Mais en fait, quand on parle d'économie numérique, rapidement, je prends quelques secondes pour expliquer ce que c'est que l'économie numérique avec le concept Huawei. Donc, pour Huawei, donc, quand on parle de l'économie numérique, en fait, pour nous, l'économie numérique, elle est basée sur 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la connectivité. Il faut une connectivité omniprésente. La deuxième dimension, c'est la puissance du calcul. Donc, effectivement, c'est d'avoir un cloud national, avec des outils de développement, avec des algorithmes d'intelligence artificielle, la plateforme de big data. Donc, en fait, la deuxième dimension, c'est la puissance du calcul. Et la troisième dimension, qui est aussi très importante, c'est la décarbonation. On ne peut pas imaginer aujourd'hui le développement de l'économie numérique sans l'axe de la décarbonation. Donc, si vous voulez, donc, cette économie numérique qui est basée sur 3 axes, elle a une base fondamentale. Et la base fondamentale, c'est les talents et l'écosystème. Donc, voyez-vous, donc, en fait, la base de cette économie numérique, en fait, finalement, c'est l'humain. C'est l'humain qui est au centre de le développement de l'économie numérique. Et quand on regarde rapidement des chiffres que je partage avec vous avant de revenir sur le contexte actuel des startups en Afrique, nous, côté Huawei, nous estimons que d'ici 2030, la 5G contribuera ainsi à hauteur de 5% du PIB actuel. L'intelligence artificielle à hauteur de 15% du PIB actuel au niveau mondial. L'intelligence artificielle 15%, l'Internet des objets aux alentours de 12 à 15%. Et selon une étude que nous avons menée avec Oxford, l'adoption du cloud, une augmentation de l'adoption du cloud de 7%, permet une croissance de plus de 1% au niveau du PIB. Donc, voyez-vous, donc, ce sont des chiffres qui sont parlants en termes de l'économie numérique. Maintenant, regardons un petit peu le contexte africain et qu'est-ce qui se passe au niveau Afrique, au niveau des développements des startups. Alors, l'année 2002 apparaît comme celle de toutes les réussites pour des startups africaines. Donc, entre janvier et février, 130 opérateurs de financement ont eu lieu. Alors, plus d'1 milliard de dollars ayant été injectés dans certains jeunes pousses. Rendez-vous compte, déjà, plus d'1 milliard de dollars a été injecté en 2 mois au début de 2022. Et quand on regarde les chiffres un peu de plus près, alors, selon d'autres chiffres, par exemple le Big Deal, ils nous annoncent que les investissements au niveau des startups à la fin 2002 vont atteindre 7,3 milliards de dollars. C'est très important. 7,3 milliards de dollars, ça veut dire le double de ce qui a été investi en 2021. Et je rappelle, en 2021, les levées de fonds des startups du continent ont atteint 4,1 milliards de dollars. Rendez-vous compte, entre 2021 et 2022, on double donc ces investissements en termes de levée de fonds pour les startups. Donc, ce qui contribue donc à un développement d'économie numérique très important au niveau du continent. Mais quand on regarde de près par rapport en fait à qui profitent, si vous voulez, ces investissements dans les startups en Afrique, eh ben, on voit malheureusement que c'est très inégalement réparti. Donc, en fait, ce qui ressort par rapport à ça, on voit que le Nigeria, qui a pris pratiquement 1,8 milliard de dollars, c'est pratiquement plus que 25% de ce qui a été investi, de 4,1 milliards de dollars. Donc, en fait, il y a les 3 leaders. Donc, on va trouver le Nigeria qui a levé 1,8 million, pardon. L'Afrique du Sud avec 832 millions de dollars et l'Égypte avec 652 millions de dollars. Et donc, on voit effectivement, donc, au niveau du continent africain, les leaders, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. L'Afrique de l'Ouest avec le Sénégal, le Kenya, donc le Kenya se maintient, le Sénégal se développe, et on voit que des pays comme le Maroc et la Tunisie en Afrique du Nord qui ont pris du retard, or que pourtant, ces pays comme le Maroc et la Tunisie étaient précurseurs. Donc là, ils ont pris du retard par rapport à ce qui a été levé en termes d'économie numérique et ce qui a été investi au niveau des startups. Donc, voyez-vous, donc, ce sont des chiffres qui sont parlants. Et aujourd'hui, donc, plus que jamais, l'Afrique doit se concentrer sur le développement des startups. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous par rapport au contexte économique et le contexte des développements des startups en Afrique.
Très bien. Delphine, vous voulez très rapidement réagir? Très rapidement, ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel est le niveau d'investissement dans les startups fondées par des femmes versus les startups fondées par des hommes. Et je ne sais pas si on a ces chiffres-là, mais je fais le pari que les femmes sont sous-représentées dans ces levées de fonds. Ce qui est intéressant dans ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, le phénomène, depuis le Covid, de digitalisation des économies, il est mondial, mais qu'il y a quand même des spécificités donc, en Afrique, spécificités qui sont liées à la question du financement. La question du financement qui est en train d'être partiellement adressée dans certains pays, pas dans tout pays. Et puis, la spécificité également, c'est l'émergence du mobile money, qui est vraiment très, très marquant et qui est la base donc, du développement de l'économie. Nous sommes avec donc, Mathias Léopoldi, qui est cofondateur et CEO de Joulaya, justement une fintech basée en Côte d'Ivoire. Il va pouvoir répondre à la question du financement et donc du développement des startups en Afrique de l'Ouest. Fin septembre, donc, Joulaya a fait sa 4e levée de fonds avec 5 millions de dollars. Mathias, c'est à vous de partager avec nous à la fois votre vision et votre expérience. Alors, peut-être juste pour commencer par rebondir sur la question du financement des startups fondées par des femmes. Justement, il y a une source de données citée par Shaq tout à l'heure qui s'appelle The Big Deal, qui vient de sortir des chiffres ce matin, donc c'est tout frais. On est vraiment à une disparité importante puisque en 2022, c'est moins de 2% de startups qui sont fondées par des femmes ou qui reçoivent un investissement. Maintenant, sur des startups qui sont ce qu'ils appellent mix, c'est-à-dire avec une femme et une autre femme ou un autre homme, donc avec des équipes mixtes, c'est 14%. Et le reste, 84% des startups qui sont fondées par des hommes reçoivent la majorité des investissements. Donc, c'est pour montrer un petit peu le paysage et les disparités. Bien qu'il semblerait qu'en Afrique, il y ait une proportion de femmes qui soit un peu plus en avance par rapport à d'autres géographies. Donc, c'est un mauvais chiffre, mais qui est moins mauvais que sur d'autres continents. Pour revenir sur l'impact de l'économie numérique sur le continent, aujourd'hui, donc, il y a eu un rapport qui a été fait par Endeavor en juin 2022 qui estime qu'on est à peu près à 115 milliards de dollars d'impact sur le continent et qui devrait se multiplier par 6 d'ici 2050. Donc, l'économie digitale devrait représenter à peu près un peu plus de 700 milliards en 2050. Donc, on voit, et M. Shaq l'a très bien dit, sur l'impact qui est exponentiel et ça se voit dans les investissements exponentiels aussi qui sont faits dans les startups. Et je rebondis sur ce qui a été dit. En réalité, le marché, il est dominé par 4 pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Kenya, qui se voient sur la structure du marché. La moitié des abonnés à la téléphonie mobile sont dans ces 4 pays. Et la moitié des accélérateurs de startups aussi et des développeurs donc les talents sont dans ces 4 pays. Ce qui fait que c'est très difficile pour les autres zones de se démarquer. Nous, sur la Côte d'Ivoire, avec 5 millions de dollars de levée, qui n'est pas une levée très grosse sur des standards internationaux, Joulaya fait partie du top 3 des startups qui ont levé sur le pays Côte d'Ivoire. On est aussi présent au Sénégal. C'est la même chose, on est dans le top 5 si on considère les levées de plus de 5 millions de dollars sur ces pays. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des étapes dans les écosystèmes. Les écosystèmes de ces 4 pays qu'on a cités ont passé certaines étapes avant les autres, mais les pays se modernisent, donc notamment sur les paiements qui sont la base de l'économie digitale. On voit une modernisation qui est en cours, des législations qui se mettent à jour. On a parlé du Maroc, ils viennent de sortir une législation il y a un peu moins de 1 an ou 1 an et demi sur les prestataires de paiement. Et ça permet en fait de créer l'économie digitale. Donc on voit sur la partie, le continent a un avantage très important qui est que dans les services financiers, la révolution se fait aussi vite même que sur la partie téléphonie mobile. Ce qu'on appelait le leapfrogging qu'on a vu sur les connexions mobiles, on est en train de le voir aussi sur les services financiers, notamment avec le mobile money, qui est la base de l'économie digitale dans des pays comme le Kenya, avec M-Pesa qui est le plus connu, mais en Afrique de l'Ouest, le marché est en train d'être bouleversé par un acteur qui s'appelle Wave et qui est venu bouleverser le marché. Et on voit que la base de cette économie est créée grâce à ces systèmes de paiement qui permettent après d'avoir les autres niveaux d'infrastructure, donc notamment la logistique, le e-commerce et toute la base de l'économie digitale.
Très bien. Merci beaucoup. Je vais passer directement à la deuxième partie de la discussion que je voulais partager avec vous, à savoir la question des écosystèmes de l'innovation numérique. Et Delphine, vous en êtes une spécialiste. Alors, au vu de votre expérience, quelle est la différence entre, quelle comparaison ou qu'est-ce que vous voulez partager avec nous entre ces écosystèmes en Europe et en Afrique? Alors, peut-être commencer par un proverbe africain. Seul, on va vite, ensemble, on va loin. Et je pense qu'il est essentiel pour justement toutes ces startups qui se créent aujourd'hui, qu'elles pensent à l'étape d'après, c'est-à-dire à scaler. Starter, c'est une chose, start-up, mais scale-up, c'en est une autre. Et bravo à Mathias pour cette belle énergie. Et puis merci de rappeler ces chiffres qui sont effectivement, bien sûr, bien tristes pour les femmes entrepreneurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui un écosystème présent pour elles. Nous, à la JFD, à la Journée de la Femme Digitale, c'est ce qu'on fait. On accélère la croissance de ces femmes. On le fait au travers un prix. Donc, je le disais tout à l'heure, Margaret, les Margaret. Et ces Margaret, laissez-moi vous donner des exemples concrets, parce que je trouve que ça parle toujours mieux. On a 3 catégories. Une catégorie entrepreneur, une catégorie intrapreneur, donc ces femmes qui portent des projets de transformation digitale dans les grandes entreprises, qui intraprennent. J'invite d'ailleurs tous ceux qui sont autour de la table à valoriser leurs femmes dans leurs entreprises, leurs femmes digitales. Et puis, on a cette dernière catégorie, les Margaret Junior. Et l'Afrique, comme l'Europe, regorge de jeunes espoirs. C'est cette génération de leaders et de demain, celles qui changent le monde grâce à la technologie, qui prennent des paris technologiques audacieux, qui misent sur des innovations de rupture pour créer un monde meilleur. Eh bien, ces jeunes filles, c'est l'exemple de Ariel, c'est l'exemple de Xavier Rakowo, qui a 18 ans, qui a créé un robot capable de ramasser les déchets. On l'a présenté à notre partenaire, la Française des Jeux, et donc qui aujourd'hui travaille sur ce projet. Elle est extraordinaire. C'est Malebina Tsotsotso, notre Margaret Junior 2022. Elle est d'Afrique du Sud. Elle a créé une application de e-learning grâce au programme d'accélérateur de croissance de la Journée de la Femme Digitale. On a pu la mettre en relation avec l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, qui a présenté son projet au président en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, son application d'e-learning fait partie de l'éducation, du programme de l'éducation nationale en Afrique du Sud. On offre une bourse chaque année aux Margaret, et Malebina, eh bien, sa bourse, elle a été directement à l'African Leadership School. De ça, on est très fiers, parce qu'elles ont besoin, elles sont brillantes, toutes ces femmes. Elles ont simplement besoin, justement, de cet écosystème bienveillant, de cet écosystème en dehors des frontières aussi africaines, et d'aller justement aller voir aussi toutes ces femmes européennes. Donc un écosystème puissant, c'est une force. Pour celles qui vont lever des fonds, c'est essentiel. Le capital notoriété est très important, et nous, c'est ce qu'on offre grâce à l'accélérateur de croissance de la JFD. Très bien, merci beaucoup. C'est vrai que ce qu'on entend par écosystème est très large. En réalité, c'est une multitude d'acteurs qui doivent participer au développement de l'économie numérique, notamment sur un continent où les besoins passent, comme on dit, entre les talents, l'infrastructure quand même, qui est un sujet majeur, la connectivité, on en a parlé tout à l'heure, et bien sûr, les financements, on y reviendra tout à l'heure. Mais je voulais donner la parole à Sana Tazi, qui est donc directrice générale de Maroc Numérique Cluster, qui est un bon exemple, parce qu'en fait, Maroc Numérique Cluster, c'est une association reconnue d'utilité publique à gouvernance mixte, et qui a donc pour vocation justement d'accompagner l'innovation. Et donc, je voudrais que Sana Tazi peut-être rebondisse sur ce qui a été dit et nous parle donc de Maroc Numérique Cluster. Maroc Numérique Cluster, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, donc est une association qui a été créée donc à l'initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce, qui avait comme intitulé l'économie verte et numérique également, en 2010. Donc, ça fait 10 ans que l'on existe. Et puis, elle a été effectivement créée dans le but de soutenir un groupement d'acteurs qui existait dans ce secteur-là à l'époque, pour un petit peu améliorer
tout ce qui est, on va dire, phase études, réglementation, pour leur permettre d'avoir une certaine compétitivité sectorielle, un accompagnement approprié, mais également un développement à l'international. Donc aujourd'hui, MNC est, comme son nom l'indique, un groupement d'acteurs innovants, mais qui sont interreliés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes composés de sociétés, d'associations, de fédérations, d'organismes de recherche-développement, d'universités également, de fonds d'investissement. Et également, en fait, une grande part qui est dédiée, en fait, au ministère qui reste présent. On reste sous sa tutelle. Alors, je tiens à rappeler qu'il y a un an de ça, pour rassurer un petit peu Delphine par rapport à tout ce qui est initiative portée par les femmes, par et pour les femmes surtout, qu'il y a eu un remaniement ministériel et la création du ministère de la transition numérique et de la réforme de l'administration, avec à la tête son Excellence Madame Rita Mzour, qui est ministre femme, qui gère la digitalisation aujourd'hui. Et à côté de cela, MNC, comme en fait les autres structures, essaie de pallier à ça également en lançant régulièrement des programmes de Women Empowerment avec des organisations internationales telles que le PNUD, l'ambassade des États-Unis, Israël, etc. Mais pas que. Plusieurs en fait initiatives ont été lancées dans ce sens. Si je dois le résumer, MNC a vocation à fédérer, favoriser le développement de l'écosystème marocain d'innovation digitale. Donc on est centré sur deux piliers en fait, qui sont l'innovation ouverte et la recherche et développement collaboratif, pour venir en fait faire émerger des projets innovants à forte valeur ajoutée, grâce à cette approche justement collaborative, multisectorielle, mais également une transformation régionale inclusive. Très bien. Merci beaucoup. Vous parliez de la dimension régionale et je voudrais donc me tourner à nouveau vers Mathias Léopoldi pour évoquer en fait deux points. Tout d'abord, donc, vous avez parlé de votre levée de fonds et de la difficulté en Afrique de l'Ouest. Pour vous, quels sont justement encore les obstacles au financement des startups en Afrique de l'Ouest? Et est-ce que vous pourriez évoquer aussi la question de la régionalisation et de l'internationalisation nécessaire? Vous-même, vous êtes donc présent en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, mais également au Burkina Faso. Pourquoi est-il important de tout de suite avoir un marché plus élargi pour pouvoir se développer pour une start-up en Afrique de l'Ouest? Alors, pour revenir sur la question de la difficulté, comme on en a parlé au début de l'entretien, il y a 4 marchés qui attirent tous les investissements. Et c'est comme un effet boule de neige. Plus vous attirez d'investissements, plus votre écosystème se développe et plus vous pouvez attirer d'investissements. Donc aujourd'hui, c'est plus de les 2/3, voire les 3/4 des investissements qui sont sur ces 4 marchés, donc Nigeria, Afrique du Sud, Kenya et Égypte. Maintenant, sur nos marchés, ce qu'il faut savoir, c'est que la première chose qui est un frein à l'investissement, c'est le code des investissements dans ces différents marchés. Et donc, la plupart des startups, ce qu'elles sont obligées de faire pour pouvoir attirer des investissements, c'est d'avoir des holdings qui détiennent la propriété intellectuelle, en tout cas la valeur de la startup, à l'international. Donc, il y en a qui font le choix de le faire sur l'île Maurice, ça reste quand même sur le continent africain, mais on n'est pas au Sénégal ni en Côte d'Ivoire. Il y en a qui vont le faire en Europe. Donc, par exemple, c'est le cas de Julaya, nous, notre holding est en France. Et il y en a qui vont le faire, beaucoup de startups sur les marchés anglophones et celles qui font les célèbres incubateurs comme Y Combinator ou 500 Startups vont s'incorporer au Delaware. Donc, ce premier frein qui est le code des investissements fait que si vous voulez structurer une startup qui puisse accueillir des fonds, il faut déjà avoir cette connaissance et pouvoir être capable de créer le cadre juridique pour recevoir vos fonds. Maintenant, le deuxième écueil, c'est que votre startup est incorporée à l'international et les fonds viennent de l'international. Aujourd'hui, il n'y a pas encore assez d'investisseurs locaux, notamment sur les marchés peu développés comme l'Afrique de l'Ouest francophone, l'Afrique centrale francophone, mais aussi potentiellement une partie du Maghreb. Vous devez avoir des investisseurs internationaux. Donc, ces investisseurs internationaux se trouvent aux États-Unis, principalement sur la majorité des levées de fonds, aussi un peu en Europe et en Asie. Et donc, il faut aller chercher les fonds là-bas. Donc, ça implique soit de profiter de certains événements internationaux. Je prends l'exemple pour la FinTech. Vous avez le Africa FinTech Summit ou par exemple le Africa Tech Summit qui sont organisés parfois à Washington, parfois le prochain, il est en Afrique du Sud là dans quelques jours.
c'est ces événements-là qui vous permettent d'attirer les fonds d'investissement qui vont venir investir sur des géographies qu'ils connaissent pas trop. Maintenant, je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour la zone Afrique parce que, en plus de ce contexte, je dirais, général qui dure depuis quelques années, vous avez un contexte macroéconomique qui a changé depuis l'année 2022, où il y a de moins en moins d'investissements qui sont faits dans les startups, ou en tout cas, il y a un ralentissement et il y a une chute assez brutale des valorisations qui sont liées, multifactorielles, on va dire, guerre en Ukraine, plus sortie du Covid, qui fait que vous avez une chute des valorisations, sauf en Afrique. Donc l'Afrique résiste à ce changement de marché, et donc vous avez les investisseurs qui continuent à regarder le marché africain, et notamment qui commencent à regarder un peu des zones plus exotiques ou moins favorisées par le capital risque et le capital investissement, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres géographies que je connais moins, type Maghreb et Afrique centrale. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce regain d'intérêt se trouve aussi dans des acteurs non forcément traditionnels. Nous, par exemple, chez Julaya, on a eu la chance, on a eu un joueur de foot qui a fait son premier investissement en Afrique, donc Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, qui a fait son premier investissement en Afrique dans une stratégie de diversification. Alors qu'avant, vous aurez vu des stars internationales comme ça regarder même pas forcément les startups sur ces pays. Et donc, c'est des encouragements sur ces écosystèmes. Edouard Mendy, les Sénégalais, ça l'intéressait d'investir en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Mais je pense que vous pouvez avoir d'autres stars qui soient sportives ou aussi de l'industrie musicale. Par exemple, ça commence à se faire beaucoup sur des marchés comme le Nigeria. Donc, je suppose que au Maghreb ou en Afrique centrale, vous avez un peu ces stratégies pour attirer un petit peu faire le buzz et attirer les investisseurs internationaux sur ces marchés. Merci. Peut-être pour rebondir très rapidement, Delphine, sur cette question de la visibilité, parce qu'en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce sont des tendances et que la question du winner takes it all est très importante. Et donc, les femmes doivent être visibles. Et est-ce qu'il y a des grandes figures internationales qui accompagnent la visibilité et l'émergence de femmes dans les startups ? Oui. Alors justement, peut-être aussi pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, et effectivement, il y a beaucoup de femmes en Afrique qui portent cette vision, et merci pour ces éléments-là. On a des femmes derrière nous, des ambassadrices. Je commencerai par Madame Camélia Leclerc-Ntoum, qui est notre ambassadrice au Gabon. On travaille aussi avec Edith Brou, qui est bien sûr une femme bien connue en Côte d'Ivoire, avec Ariel Kitio, qui a été d'ailleurs une de nos Margaret au Cameroun, qui a fondé Kesti, pour justement former les jeunes au numérique. On travaille aussi, alors Hello Omam, qui est donc du Nigeria et qui a créé un fonds dédié aux investissements pour les femmes, pour ne citer qu'elle. Enfin, je veux dire, on a bien sûr Rebecca Enonchon, qui a été une de nos premières Margaret d'honneur. Et puis, tout cet écosystème de femmes qui ont réussi. J'en oublie, mais il y a aussi Fognon Koné de Côte d'Ivoire, qui fait un travail remarquable. Joséphine Dézé de la République démocratique du Congo. Enfin, toutes ces femmes qui vraiment participent à l'éclosion de cette nouvelle génération de leaders. Donc, elles sont là, elles font partie de nos programmes pour justement accélérer. On leur offre, en termes de visibilité, Delphine, pour répondre à votre question, 1 million d'euros de visibilité pendant 1 an à toutes ces femmes et ces jeunes filles qui vont, j'espère, candidater en grand nombre, puisque chaque année on reçoit un nombre de candidatures incroyable. Elles reçoivent 1 million d'euros de visibilité médiatique pendant 1 an, du mentoring, du coaching avec nos partenaires avec qui on travaille depuis très longtemps, comme Orange bien sûr, mais aussi Eramet et Comilog au Gabon, pour ne citer que. Et elles reçoivent cette visibilité qui est importante, parce que le capital notoriété permet de créer le capital confiance pour avoir des clients, mais aussi quand on est en phase de recrutement, recruter des collaborateurs dans son équipe, et puis de gagner son leadership. Donc ce prix Les Margaret, il est pour toutes ces femmes et ces jeunes filles dédiées pour justement les aider à grandir. Et c'est dès le 9 novembre, elles pourront candidater sur le site joingfd.com. Très bien. En fait, ce que ça souligne à vos deux interventions, c'est l'importance du réseau et de la création, au-delà de la visibilité, du réseau, parce qu'en fait, c'est ça qui fait que
à la fois dans le cadre des levées de fonds, ça a été souligné, dans le cadre de la visibilité, ça a été souligné aussi. La question du réseau est vraiment au cœur, en fait, aussi de l'émergence des startups. Ouais. Et la question également de tous les programmes qui sont mis en place pour accompagner les startups. Je me tourne à nouveau vers Chaki Bachor. Je dirais juste les deux choses. C'est un, on ne se construit jamais seul. Et deux, on ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Tout à fait. Il faut avoir... on peut avoir de l'imagination, mais il faut quand même pouvoir s'identifier d'une certaine manière. Ouais. C'est ce que vous soulignez. Très bien, merci. Donc, Chaki Bachor, de votre côté, par rapport donc, à cette notion d'accompagnement, est-ce que vous pourriez nous évoquer avec nous le programme Spark que vous avez mis en place et en quoi vous accompagnez ces startups innovantes? Merci. Rapidement, donc j'aimerais bien rebondir par rapport avant de répondre à cette question, rebondir par rapport à ce qui a été dit par Mathias. Donc aujourd'hui, effectivement, donc le mobile money, les fintech, etc., ce sont des secteurs qui dominent le plus, effectivement, les orientations des startups en Afrique. Donc malheureusement, on voit pas encore des startups qui sont aujourd'hui en Afrique qui ont accès sur l'industrie 4.0. Et moi, mon rêve, par exemple, quand je vois le cas du Maroc, aujourd'hui, le Maroc est précurseur dans l'industrie automobile, également dans l'industrie aéronautique à l'échelle africaine, c'est de développer donc une start-up qui peut être effectivement l'éditeur software de l'industrie 4.0, le RP de l'industrie 4.0 marocain, africain. Donc en fait, nous avons besoin aujourd'hui, donc en Afrique, de diversifier donc les secteurs de travail, non seulement dans le fintech, mais aussi dans l'agriculture, l'irrigation intelligente. Donc tous ces secteurs-là, ils sont très importants pour le développement d'Afrique. Alors maintenant, je reviens par rapport effectivement au développement de l'écosystème et par rapport à ce que fait Huawei. Donc en fait, Huawei, depuis plusieurs années, nous accordons une importance toute particulière aux startups. Que nous considérons comme porteuses de l'avenir de l'Afrique. Donc, je rappelle que le programme Spark que nous venons de lancer donc ici, donc dans la région Northern Africa en 2022, il a déjà démarré donc en Asie Pacifique et avec beaucoup de succès. Nous avons démarré ce projet en 2021, donc qui a connu beaucoup de succès ce projet donc en Asie. Maintenant, nous l'avons démarré dans la région Northern Africa d'une manière plus précise. Nous avons lancé le programme au Maroc le 6 juillet 2022, puis en Tunisie, puis en Égypte. Donc ce programme, donc qui a connu un fort succès donc au niveau de l'Asie-Pacifique, nous avons pris la décision de le dupliquer dans la région Northern Africa et nous sommes confiants sur la suite pour pouvoir déployer ce programme dans d'autres régions dans le continent africain et au niveau mondial. Alors l'objectif de ce Spark, et là je fais un peu en accord avec Madame Delphine. Donc, en fait, c'est d'accompagner des startups afin qu'ils puissent accélérer leur développement et enfin passer le cap de la scale-up pour pouvoir commercialiser leurs produits, services dans leur région d'origine et au-delà. Alors, comment on fait ça? Donc, en fait, premièrement, on s'adresse à qui? Les startups à qui on s'adresse, ce sont des startups qui font des développements au niveau web, mobile application, des startups qui travaillent dans le développement au niveau de machine learning, de l'intelligence artificielle, de fintech, de l'éducation, de l'e-commerce, le transport, la logistique. Voilà, donc on s'intéresse à différentes startups qui travaillent dans ce secteur-là. Maintenant, effectivement, ce que nous essayons de faire, c'est de compléter cet écosystème que Madame donc, tout à l'heure, donc vous l'avez bien expliqué. Donc dans cet écosystème, nous, par rapport à ça, on estime quand même une start-up tout d'abord a besoin d'un cadre juridique légal. Il est donc du rôle du gouvernement de les accompagner de ce point de vue par rapport au cadre juridique. Donc Huawei, donc nous sommes fournisseurs d'infrastructures dans les télécoms. Donc notre rôle vient en complément de cet écosystème en apportant l'expertise technique et surtout faire bénéficier ces start-up d'accès gratuitement à nos ressources cloud, à nos ressources des outils de développement, de la plateforme de Big Data et la plateforme d'intelligence artificielle. Alors, nous leur donnons donc l'accès gratuitement, mais également, ce qu'on fait, c'est de leur mettre des formations très pointues à leur disposition et un accompagnement au niveau du go-to-market. Parce que ce qui est intéressant, c'est non seulement développer des applications, mais aussi de faire du business.
Et donc là, effectivement, ce qu'on fait par rapport à ça, donc on a mis en place donc des programmes d'accompagnement, donc d'élaboration du business model et d'appui à la stratégie de go-to-market pour ces startups-là. Tout à l'heure, Mathias, il a parlé effectivement donc des startups qui doivent se déplacer donc à des conférences au niveau international. Ça fait partie aussi du programme. Donc parmi donc les critères de sélection que nous avons mis en place, donc nous avons sélectionné un certain nombre de startups et donc les 3 premières startups, enfin le top 3 startups 1, 2, 3, nous comptons effectivement leur donner premièrement une visibilité internationale. C'est d'intégrer leurs applications dans notre market store de Huawei Public Cloud au niveau international, mais également le market store de la téléphonie Huawei. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, nous sommes leaders au niveau du Public Cloud au niveau international, mais également de la téléphonie. Et donc, on peut donner la visibilité des applications des startups au niveau de market store. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui est important quand même, cette visibilité au travers le market store, c'est de mettre ces startups en relation aussi avec des partenaires et des clients Huawei, et également surtout leur donner une visibilité et des contacts avec des investisseurs, qu'ils soient des investisseurs qui viennent d'autres régions ou des investisseurs locaux. Et également parmi donc les choses que nous comptons effectivement faire par rapport à ce programme Spark, c'est d'embarquer ces startups, les top 3, le 1, 2, 3, avec nous dans des grands événements. Par exemple, moi, mon rêve, c'est le grand événement qui arrive de Mobile World Congress, qui est prévu vers fin février, c'est d'avoir la possibilité d'embarquer avec nous donc une ou deux startups africaines pour dire voilà, donc ce sont des startups avec qui nous travaillons, qui ont développé des applications qui répondent à des besoins, que ça soit peut-être dans l'irrigation intelligente. Et donc, nous avons incorporé donc leurs applications au niveau de notre market store et on leur donne de la visibilité au niveau international. Donc, voilà un petit peu donc le modèle, en quoi ça consiste et donc surtout donc en quoi ça consiste ce programme Spark. Mais le programme Spark, il est important pour accompagner des startups, comme je l'ai dit, mais il est très important aussi de accompagner donc le programme Spark par un certain nombre de programmes au niveau de la formation. Et c'est un peu ce que nous avons fait. Donc, nous avons mis en place donc ce qu'on appelle donc Seed for the Future. C'est un programme que nous avons mis en place pour accompagner les jeunes africains. Donc, en fait, aujourd'hui, nous avons plus de 1600 jeunes africains de 20 pays qui ont participé à ce programme. Et aujourd'hui, il y en a même 500 qui se sont rendus en Chine. Donc, on leur donne la possibilité d'aller en Chine, d'être en immersion totale donc dans des formations et également avec des équipes de recherche et développement. Il y a le programme ICT Competition qui est très important également. On met effectivement donc les talents en compétition. Donc l'année dernière, donc nous avons 60 000 étudiants qui ont participé de différents pays, 11 pays qui ont participé à ce programme ICT Competition. Et le dernier, c'est ICT Academy, qui est une plateforme gratuite aujourd'hui. Nous avons formé déjà 63 000 talents en Afrique. Et ces talents, ils sont formés dans le cloud, ils sont architectes cloud, développeurs au niveau du big data, l'intelligence artificielle, des experts IP et des experts également sur le stockage. Donc voilà un petit peu donc le programme que nous avons mis en place pour accompagner le développement des talents au niveau Afrique et surtout le développement des startups au niveau africain. Et donc je serais ravi effectivement que Mathias, Delphine et également Madame Sana Tchazi de se joindre à nous à ce programme Spark parce que nous avons déjà signé des partenariats très importants avec des institutionnels ici au Maroc. Et ailleurs, très bien, merci beaucoup. Cette dimension donc de partenariat dans l'écosystème est très importante. Il ne nous reste pas énormément de temps et comme vous le savez, cette série d'émissions que nous avons lancée, Connect Live 54, qui évoque beaucoup tous les sujets et les aspects de la digitalisation, s'adresse à nos lecteurs et à nos internautes qui, la plupart du temps, sont bien sûr des acteurs jeunes, dans l'univers des startups. Et donc, je voudrais qu'on puisse s'adresser directement à eux en leur donnant des conseils et peut-être en proposant des choses concrètement. Mathias Léopoldi, vous êtes quand même un exemple très inspirant, je pense, en Côte d'Ivoire et notamment dans ce secteur de la FinTech qui, comme on le sait, est très important. Quels conseils vous souhaiteriez partager avec les start-upers qui nous regardent aujourd'hui sur le continent ou ceux qui souhaitent se lancer ? Alors, je dirais la première chose, et on en a beaucoup parlé dans l'émission, c'est vraiment de fonder une équipe diverse.
C'est peut-être une erreur que nous, on a faite depuis le début, mais une équipe diverse en termes de profil, en termes de genre, avoir une équipe cofondée par plusieurs femmes, plusieurs hommes, en tout cas au moins 2 fondateurs très divers, c'est vraiment important. Et souvent, on ne voit pas l'importance au début, mais c'est après que ça vous rattrape. Ça, je peux le dire. Et donc, diverses aussi en termes de compétences. C'est pas juste une histoire de voilà d'où vous venez, est-ce que vous êtes un homme et une femme, mais il faut être très complémentaire. Et c'est ce que les investisseurs vont regarder au début, c'est votre équipe. Donc, avant que vous arriviez à certains stades de revenus ou de traction sur certains objectifs que peuvent regarder les investisseurs, ils vont d'abord regarder l'équipe. Est-ce que vous comprenez votre marché? Pourquoi est-ce que vous êtes sur ce marché? Et est-ce que vous êtes la bonne équipe pour résoudre le problème que vous adressez? Maintenant, la deuxième chose, c'est que l'équipe, ça fait pas tout. Et il faut être sur un marché assez vaste. Et ça rejoint un peu une de vos questions, Delphine, sur l'internationalisation. Nous, on est sur des marchés qui sont très fragmentés. En Afrique, le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est moins de 100 milliards de dollars, entre 50 et 100 milliards de dollars. Il faut que vous ayez un marché assez vaste pour que un investisseur vous fasse confiance et que vous puissiez aller faire un modèle de capital risque, parce que les startups, c'est du capital risque. Il faut savoir qu'un fonds d'investissement en capital risque, ça attend un retour sur son investissement annuel minimum de 40%. Ça, c'est vraiment assez pentu comme retour sur investissement. Et il faut avoir la capacité de pénétrer ce marché et d'avoir un marché assez vaste. Donc, je dirais vraiment, une fois que vous avez une équipe solide, c'est de bien comprendre votre marché, de bien faire votre stratégie d'internationalisation, parce que très probablement, si vous êtes juste au Maroc, juste en Tunisie, juste en Côte d'Ivoire ou juste au Cameroun, ça ne suffira pas pour faire une start-up qui deviendra une licorne ou qui pourra aller faire une entrée en bourse en satisfaisant les investisseurs. Donc, c'est ça qu'ils vont regarder. Très bien, merci beaucoup. Un petit mot, Delphine, de conclusion par rapport à justement, vraiment concrètement, les messages que vous souhaiteriez, les conseils que vous souhaiteriez donner aux jeunes start-upers, mais pas seulement, finalement, aux start-upers qui nous regardent, par rapport à ce qui vient d'être dit de l'importance de la diversité. Je félicite Mathias pour son mea culpa de ne pas avoir de femme cofondatrice. Je me dis qu'il y a peut-être autre chose aussi qu'il faut voir, peut-être, et ça c'est important, c'est les investisseurs qui on met autour de la table, des business angels, des femmes, j'en suis une par exemple, et puis nous, tout l'écosystème à la JFD, l'accélérateur de croissance des startups tech en Europe et en Afrique, qui permettent justement d'avoir accès à cet écosystème d'investisseurs. Donc je dirais, si on n'a effectivement pas cofondé une entreprise avec une femme, eh bien peut-être faire rentrer des investisseurs femmes, des business angels autour de la table, ça c'est une chose. Vous parliez tout à l'heure de retour sur investissement pour les entreprises de technologie innovantes dirigées par des femmes. Eh bien, elles réalisent un retour sur investissement de plus de 40%. Donc je pense que les femmes aujourd'hui ont droit à être dans ces tours de table et plus que jamais. Elles ont gagné cette place, il faut les aider. Et je pense que cette sororité aussi entre entrepreneurs et de ce que Mathias disait. Donc moi peut-être mon message, ça serait allez-y, osez, innovez, on a besoin de vous, on a besoin de votre regard. Et rendez-vous le 9 novembre pour candidater à ce prix, les Margaret entrepreneurs, les Margaret intrapreneurs, les Margaret juniors en Afrique, dès le 9 novembre. Et ça, c'est sous le haut patronage du président de la République. Et on les célébrera le 17 avril. Et le thème de cette année pour la Journée de la femme digitale, c'est notre 11e édition. C'est Invest in Her. Ah, très bien, parfait, merci. La Tribune Afrique sera au rendez-vous de ce grand rendez-vous. Je m'adresse à Hassan Attazi pour un tout petit mot de conclusion, de conseil qu'elle peut donner au regard de son expérience au sein donc de Maroc Numérique Cluster. Alors, la première des choses, peut-être, ce serait en fait, en m'adressant aux porteurs de projets, c'est déjà peut-être faire la différence entre les porteurs de projets qui sont étudiants et ceux qui sont porteurs de projets, on va dire, à temps plein ou qui sont dédiés en fait à cette activité. Alors pourquoi j'insiste? Parce que en fait, à MNC, avec l'aide en fait des autres structures d'accompagnement, nous faisons régulièrement ce que l'on appelle en fait des sessions de sensibilisation pour que justement les porteurs de projets ou les étudiants en fait puissent justement opter pour cette filière du digital ou digitech en fait dans sa globalité, puisque comme l'expliquait Monsieur Achour tout à l'heure, nous allons en fait manquer de talents
talents dans très peu de temps. En fait, je le dis haut et fort. Pourquoi? Parce qu'on a des compagnies en fait qui sont adhérentes aujourd'hui, des entreprises qui demandent justement plus de 50 000 ingénieurs horizon 2030. Donc, c'est dans très peu de temps. Il va falloir les former, ces talents. Donc, on commence par des sessions de sensibilisation, mais également par des formations gratuites. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous aurez tout un panel de formations qui sont donc dispensées à titre gracieux, donc que ce soit par MNC ou par la soixantaine de structures existantes. En parlant de cette diversité justement et cette richesse du Maroc qui assoit sa position de champion digital, hein, pas loin derrière justement l'Égypte, nous sommes aujourd'hui en fait très fiers de par la pluralité, la diversité en fait des structures existantes. Donc je parle de structures d'accompagnement, et quand on parle d'accompagnement, il faut justement identifier cette phase. Est-ce qu'on parle de sensibilisation, de préidéation, d'idéation, de scaling, etc. Donc, MNC est très fier d'avoir fait une sorte de mapping de cet écosystème existant. Donc, il est disponible à titre gratuit, encore une fois, en fait, sur le site web de mnc.ma. Et donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller creuser un petit peu les structures existantes, à prendre en fait contact avec nous pour vous orienter de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous offrir en fait? Ce sont des recherches et développements, des études qui sont faites sur une base régulière, qui peuvent en fait vous être justement utilisées si vous pensez peut-être justement investir le marché marocain. Donc, ce sont des études qui sont mises à jour régulièrement. On parle en fait d'innovation disruptive manquante ou de technologies de pointe dont le Maroc a régulièrement besoin. Et donc, il s'agirait peut-être là pour vous de venir voir si le besoin existe effectivement au Maroc avant de penser à une expansion au digital. On peut vous aider également à accéder au marché via les structures existantes, puisque effectivement MNC a un rôle de fédérateur aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas du tout dans un esprit de compétition ou autre par rapport aux autres structures, mais plutôt dans une approche collaborative. On peut vous aider également avec du mentoring. Aujourd'hui, on est à plus de 8 hubs qui sont créés en interne. Donc, les hubs sont avec toute la panoplie d'expertise existante. Donc, un hub dédié, par exemple, à l'intelligence artificielle, un autre au cloud, un autre à la cybersécurité, un autre à tout ce qui est open source, un dernier à la fintech. Et donc, là, je fais un petit clin d'œil à Mathias. Et puis, on a également, en fait, tout un volet événementiel qui peut vous permettre en fait déjà de vous familiariser avec le marché marocain. Et là, on parle en fait de capsules régulières de Ask the Expert. On parle en fait de conférences qui sont à thématiques dédiées. On parle également en fait d'événements d'envergure. Et je cite notamment le Futures in Africa que l'on prépare. C'est notre grande messe digitale. Et donc rien que le titre peut vous donner une indication sur un petit peu l'orientation et surtout le positionnement un peu stratégique du Maroc en tant que portail tourné vers l'Afrique. Donc effectivement, il s'agit là d'inviter les gouvernements africains, les décideurs, mais également de s'appuyer sur tout ce qui est expertise et justement expérience de tous les autres organismes au niveau international. Donc, je cite notamment la région Île-de-France avec lequel on a l'habitude d'organiser cet événement. Je cite la French Tech, bien évidemment, que vous connaissez tous, les Cap Digital et systématique, les clusters parisiens. La liste est extrêmement longue. Je ne peux pas malheureusement citer tout le monde, mais il existe beaucoup de clusters à l'international également qui appuient cette initiative, notamment des fonds type Anima Investment Network, etc. Donc, je vous invite véritablement à vous rapprocher de nous. Merci beaucoup. Plus que ravis, merci. Sana Tazi, je suis obligée parce que malheureusement, cette émission touche à sa fin et je voudrais que chacun puisse dire un petit mot de conclusion. Mais merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, on retrouvera l'ensemble de ces informations et des mentions qui ont été faites par Delphine également sur le site de la Tribune Afrique. Un dernier, quelques minutes de conclusion pour Chakib Achour, très brièvement. Merci. Je pense qu'il est important de noter qu'aujourd'hui, il faut étendre la connectivité à l'échelle du continent parce qu'aujourd'hui, on parle des startups, mais quand même, le nerf de guerre, c'est l'infrastructure. Si on n'a pas de connectivité, on ne peut rien faire parce que nous l'avons bien remarqué, l'utilité de la connectivité pendant la pandémie, ça a permis de sauver des vies. Donc, il faut de la connectivité et il faut avoir en place donc des clouds au niveau continental ou régional, donc en tous les cas en Afrique, pour que ces startups puissent se développer. Et il faut aussi donc un cadre fiscal
qui soit adapté par rapport à ces startups, mais également aussi un cadre juridique, et ça, c'est la responsabilité des gouvernements. Pour nous, notre côté, donc, nous pensons que l'avenir de l'Afrique, il est dans le digital. Et l'Afrique, effectivement, a raté un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, donc, l'opportunité, elle est là. Donc, on a parlé de leapfrog avec la connectivité mobile, ce qui a fait dans le mobile money, le fintech. L'opportunité, elle est là pour l'Afrique, pour que ce soit un continent développé au niveau digital. Voilà, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup Shakib Achour. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et stratégie de Huawei Technologies au Maroc, que je me trouve en studio avec Delphine Rémy-Boutang, fondatrice et CEO de la Journée de la Femme Digitale. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Également Sana Tazi, donc du Maroc, donc directrice générale de Maroc Numérique Cluster. Et enfin, en direct donc de Côte d'Ivoire, Mathias Eopoldi, cofondateur et CEO de Joulaya. Merci de votre participation. Je remercie également Monsieur le ministre Ousmane Gawal Diallo, donc porte-parole du gouvernement et ministre des Postes et Télécommunications de l'économie numérique de Guinée, qui a ouvert cette émission en direct de Kigali. Merci à tous, chers internautes, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le 16 novembre prochain pour une nouvelle émission à 16h30 heure GMT. L'émission sera dédiée à la question de l'e-gov. Quelle stratégie pour des services publics plus performants, menaces et opportunités d'une digitalisation? Voilà, nous continuons notre programme sur la digitalisation. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.